Bonjour, bonjour à Bonjour à tous. tous. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci pour votre présence. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On attend que quelques personnes arrivent encore. On va encore attendre 2 3 minutes. En attendant, si vous voulez, dans le chat, vous pouvez nous écrire d'où vous venez. Comme ça nous donne une petite représentation de la France. On va attendre encore 30 petites secondes. Et puis Cyril va commencer. Voilà, on attend encore une petite minute et Mm. après, on commence. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire pour qu'on puisse y répondre dans le chat. Je pense que c'est bon, on va pouvoir démarrer. J'accepte les personnes au fur et à mesure. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. On y va. Ok. Allez, c'est Tout le monde parti. doit être là. On commence. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et on va finir la journée en compagnie de Fanny Taburel. Fanny Taburel, elle a cofondé GAD Consulting, elle va se présenter après, mais je fais juste une petite présentation. Elle a cofondé GAD Consulting, on a cofondé ensemble GAD Consulting. Elle va vous expliquer son parcours de chef d'entreprise et son parcours dans la finance. Elle est aussi l'auteur du paragraphe management, du chapitre management dans le livre Business to Bonheur que j'ai écrit, donc Fanny a écrit la partie management. Ce soir, elle va nous parler de motivation, que ce soit pour nous ou pour nos équipes. On a des moments où on est très motivé, on déplace des montagnes, et on a des moments où on est moins motivé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est moins motivé? Comment garder nos équipes motivées? Fanny va nous parler de ça ce soir. Exactement. Je vais vous parler de motivation et ce qui peut tout changer. Donc, oui. Et juste, pour tous ceux qui ont des questions, au fur et à mesure, écrivez toutes les questions dans le chat. Évitez d'avoir les micros ouverts, c'est plus facile pour faire le webinaire. Donc écrivez toutes les questions sur le chat et Fanny prendra toutes les questions pour y répondre tout à l'heure. Bonjour Marc. En effet, donc aujourd'hui on va parler de motivation. Vous allez découvrir les trois leviers principaux qui font de la motivation et ensuite les autres leviers qui vont vous permettre d'augmenter l'engagement au sein de vos équipes. Donc juste pour me présenter, j'ai un background financier. Donc après une école de commerce, j'ai travaillé 10 ans en finance. Je travaillais en finance en France, à New York et au Luxembourg. Et ensuite, j'ai fondé donc un cabinet de coaching pour les dirigeants. Et ensuite, avec Cyril, donc on a cofondé GAD Consulting parce que le constat, c'était de voir que malgré en fait les formations de communication, de management, de pilotage de cabinet que certains dentistes pouvaient faire, il y avait tout de même des manquements dans le passage à l'action. Et on avait quand même besoin de se faire accompagner pour pouvoir passer à l'action, concrétiser ses rêves et avancer plus rapidement. Voilà. Alors, on va commencer. Tout le monde voit bien l'écran de Fanny? Dites-nous dans le chat si vous voyez bien l'écran. Donc, il y a beaucoup de praticiens, dirigeants de leur cabinet, qui me demandent souvent, mais pourquoi est-ce que je dois toujours relancer, répéter, remotiver, redire les mêmes choses, alors que je voudrais juste soigner tranquillement? Et en fait, ceci, c'est souvent en raison de manque de motivation. Un manque de motivation, et c'est juste une lacune que vous observez souvent parce qu'en fait, vous avez appris à soigner, mais vous n'avez pas appris à manager.
Personne ne naît manager et donc on a toujours besoin de monter en compétence sur ce sujet-là. La motivation d'une équipe, c'est une science humaine, ce qui signifie que vous avez des besoins profonds et ce qui signifie que vous avez besoin bien, de développer cette compétence pour comprendre comment fonctionne l'humain, quels sont les besoins sous-jacents de chaque membre de vos équipes et comment vous allez pouvoir utiliser cette motivation comme nouvelle énergie pour pouvoir développer votre sérénité et votre cabinet. Le cabinet dentaire, bien, c'est une entreprise. Que vous vous sentiez chef d'entreprise ou non, ça reste une entreprise. Et vous allez avoir besoin bien, de développer des structures, enfin, une structure, une organisation, des managements, des communications qui vont être personnalisées pour pouvoir bien, faire que votre société, votre entreprise se développe. Et donc, le cabinet dentaire, lui, il a des spécificités que nous allons aborder tout à l'heure. La motivation, donc, elle est intéressante parce qu'en fait, elle n'est pas figée, hein. Il faut bien comprendre le moteur. On va comprendre donc comment fonctionne la motivation. On va comprendre qu'elle s'éteint. On va comprendre qu'elle se rallume. Elle s'éteint jamais du jour au lendemain, sauf si à un moment donné vous parlez à vos équipes de manière agressive, mais autrement, elle s'éteint juste lentement parce que peut-être qu'il y a une frustration qui n'a pas été exprimée, ou peut-être qu'il y a une réunion qui était inefficace, ou peut-être qu'il y a eu une incompréhension qui n'a pas été partagée. Hein, donc, il faut vraiment comprendre que la motivation n'est pas figée. La bonne nouvelle, c'est qu'elle peut toujours se rallumer. Il faut juste savoir bien, écouter activement les membres de vos équipes. OK. Donc, qu'est-ce que la motivation? La motivation, c'est une construction psychologique qui est nourrie par trois besoins universels. Que vous soyez en Australie, que vous ayez 50 ans, ou vous soyez en France et que vous ayez 30 ans, c'est la même chose. Vous allez avoir cette construction de la motivation qui sera construite selon trois piliers. Les trois principaux piliers sont le sens, sont la reconnaissance et sont la progression. Le sens, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment savoir bien, que ce que l'on fait sert vraiment à quelque chose. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vos équipes viennent dans votre cabinet et non pas dans un autre? Et pourquoi vous, tous les jours, vous vous levez aussi pour aller dans votre cabinet? La reconnaissance, ensuite, bien, c'est faire exister ce qui est bien fait, c'est-à-dire valoriser les bonnes actions que réalisent vos salariés, vos collaborateurs. Il faut savoir leur dire merci, tout simplement. Et la progression, bien, c'est souvent le plus puissant et le plus invisible, c'est donner la possibilité à vos équipes, qu'elles soient assistantes, secrétaires ou collaborateurs, associés minoritaires, de pouvoir évoluer, de sentir qu'ils avancent. Alors sentir qu'ils avancent, ça ne veut pas dire forcément avoir un nouveau poste, ça veut juste dire développer une nouvelle compétence, avoir une nouvelle responsabilité, utiliser une nouvelle technologie. C'est voir que voilà, les choses évoluent et qu'elles ne restent pas figées pour cette personne. Et donc, si vous avez un de ces piliers qui n'est pas présent dans votre cabinet, eh bien, vous allez voir la motivation qui va vaciller, qui va être instable. Et donc, on va regarder comment faire fonctionner ces trois piliers de manière stable. Alors, le premier pilier, donc, c'est le sens. Le sens, c'est votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous allez demander à vos équipes de faire les tâches qu'elles doivent faire? Si à un moment donné, vous sentez qu'il n'y a pas forcément d'autonomie, de prise de responsabilité ou de prise d'initiative, qu'il faut toujours répéter, relancer, eh bien c'est souvent parce que vous n'avez pas expliqué votre vision. On parle souvent de vision, mais la vision, c'est primordial. Vous devez présenter votre vision et votre vision chaque année. Alors, peut-être que vous pouvez répondre dans le chat, est-ce que vous avez fait, par exemple, la réunion annuelle qui présente la vision de ce que vous voulez réaliser sur cette année et peut-être sur les années suivantes?
C'est souvent à l'heure de cette réunion, donc cette réunion annuelle, qui se passe généralement en début d'année, donc janvier, février, que vous présentez la vision, donc c'est-à-dire la mission aussi de ce que vous faites du cabinet, et aussi là où vous voulez aller et pourquoi vous voulez aller. Est-ce que la vision que vous avez, c'est de développer une nouvelle expérience patient? Est-ce que ça va être de concrétiser l'agrandissement d'un cabinet pour pouvoir proposer une dentisterie pluridisciplinaire? Voilà, qu'est-ce qu'est vraiment votre pourquoi et pourquoi on vient travailler chez vous? Hein, donc, si vous apportez le sens à vos équipes, eh bien, vous allez déjà travailler sur un pilier de la motivation et faire que chaque personne se sent vraiment motivée intrinsèquement pour venir travailler dans votre cabinet et potentiellement devenir plus autonome sans que vous ayez besoin de répéter, de relancer ou de contrôler même. Ok, alors, quand on parle de pourquoi, on parle souvent aussi de Simon Sinek. Simon Sinek, il a écrit un livre qui est très bien, que je vous conseille, qui s'appelle Start with Why. Ce qui signifie qu'il faut toujours pouvoir penser soit son business, soit sa communication, non pas par le quoi, hein, qui est dans le dernier cercle, mais par le why, qui est au centre du cercle. Le why, c'est vraiment votre raison d'être, c'est votre raison profonde. Pourquoi est-ce que vous faites ce métier? Pourquoi est-ce que vous avez créé votre cabinet? Pourquoi est-ce que vous voulez attirer tel ou tel patient? Et il fait l'analogie avec les marques, et notamment il prend l'exemple d'Apple, où il explique comment est-ce que Apple a réussi à mieux se développer que Microsoft grâce à cette communication avec le why qui en fait connecte avec votre cœur. Et si vous connectez avec votre cœur, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de puissance et de fidélité dans la relation que si vous connectez juste avec le quoi. Voilà, donc je vous invite à lire ce livre, il est vraiment très très bien. Alors, quand votre équipe perd le sens, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, vous voyez souvent peut-être qu'ils travaillent très bien, mais juste ils se robotisent. Hein, ils ne font plus les choses avec envie, mais ils se robotisent seulement. Si ensuite vous voyez que votre équipe perd le sens, eh bien vous allez voir la flamme se perdre. C'est-à-dire qu'ils vont venir pour faire, mais bon, vous verrez peut-être pas des sourires, vous verrez peut-être pas des joies, vous verrez peut-être pas une relation vraiment positive, que ce soit avec vous ou avec vos patients. Et s'ils perdent le sens, bah, ça signifie qu'ils vont plus avoir d'essence non plus dans leur moteur. Donc ça signifie que vous allez devoir toujours, vous, utiliser votre propre énergie pour les pousser à l'action, pour les motiver à bien réaliser ce que vous leur demandez, et même au-delà. Hein, donc c'est très important de se poser la question, est-ce que j'ai apporté du sens à mes équipes? Alors ici, je vais vous expliquer le cas de Claire. Claire, donc, c'est une patiente, une cliente que l'on a accompagnée. Et au début, donc, elle vient nous voir et elle nous dit, bon, voilà, j'ai pas vraiment de problème dans mon équipe. Elle fonctionne plutôt bien, le travail est réalisé. Par contre, si je demande de travailler un petit peu plus, de rester un petit peu plus le soir, alors, il n'y a plus personne. Si je demande, par exemple, d'être présent pour des soirées de cabinet, ben, il n'y a plus personne. Et je vois bien, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas d'envie. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace dans son cabinet, on réalise l'audit. Et on étudie en fait les procédures, l'organisation, on observe comment ils travaillent. Et finalement, eh bien, tout fonctionne bien, mais sauf ils n'ont plus la flamme. En fait, ils ne savent pas pourquoi ils font ce travail. Il n'y a pas de vision qui a été partagée. Et ça, c'est vraiment très important. Je reviens là-dessus parce qu'en tant que praticien dirigeant de votre cabinet, la vision donne du sens. Vraiment. Et si vous pensez que la vision, elle est juste pour vous, parce qu'il y a beaucoup aussi de praticiens qui me disent, bah non, mais moi, la vision, je l'ai pour moi, j'ai pas besoin forcément de la partager, ils n'ont pas besoin de savoir, c'est mon cabinet, c'est pas les leurs, donc voilà, moi, j'ai besoin de garder pour moi. Eh bien là, c'est quand même une erreur, entre guillemets, parce que là, vous allez empêcher la motivation de vos équipes et vous allez empêcher vos équipes de vous suivre naturellement parce qu'ils croient en vous, parce qu'ils croient en votre vision. Hein. Et donc, ce qu'on a fait finalement, c'est que, eh bien, on a permis à Claire de travailler sur sa mission de cabinet et de définir avec son équipe les valeurs principales qu'elle souhaite faire vivre dans son cabinet. Et rien que ça, déjà, a apporté énormément eh bien, de positivité et de résultats.
Et donc, ce qui s'est passé, donc normalement, on avait prévu faire un point au bout de 3 mois. Et finalement, eh bien, au bout d'un mois, elle nous a appelé et elle nous a dit, bah, écoute, franchement, je ne m'attendais pas à ça, mais là, il y a de la joie en fait. Je ressens une nouvelle énergie. Les gens ont envie de venir bosser. Ils me proposent de faire des petits déjeuners. Et en fait, là, la connexion avait été recréée. Hein. Et donc voilà, et donc en fait, Claire est ressortie avec ses salariés de manière plus connectée, plus fidèle, tout simplement, juste en partant, en présentant la mission. Et donc, je vais vous montrer un exemple de mission. Hop. Donc, la mission qu'elle a choisie, Claire, c'était offrir des soins de haute qualité aux patients dans un environnement humain et rassurant. Voilà, donc ça peut être un exemple de mission. Hein, la mission, c'est bien, c'est défini par un verbe et ce que vous voulez apporter. Alors, ça peut parler aussi bien aux patients qu'à votre équipe à vous. Et donc là, chaque jour, quand cette mission, elle peut être affichée dans la salle de pause, cette mission, elle peut être montrée aussi sur votre site, cette mission, elle peut être même signée par tous les membres de vos équipes. Et en fait, ils se sentent appartenir à quelque chose de plus grand que juste eh bien, leurs tâches quotidiennes. Et ça, c'est très important parce que ça les inspire, ça les connecte à une cause, entre guillemets, hein, ou une mission qui est plus grande que les tâches qu'ils réalisent. Et ensuite, les valeurs. Donc là, les valeurs ont été choisies par tous les membres de l'équipe. Et si vous voulez, il y a eu, par exemple, à peu près 50 valeurs qui avaient été présentées, valeurs de travail qui ont été présentées. Et les trois principales qui ont été retenues, eh bien, ont été excellence, esprit d'équipe et bienveillance. Et c'est très important d'avoir ces valeurs identifiées parce que ça donne du sens. On vient là pour aller rechercher l'excellence. On vient là pour pouvoir vivre sous un esprit d'équipe. Et on vient là aussi pour être bienveillant entre nous. Et les valeurs, donc là, sont présentées dans un sens d'inspiration et pour donner du sens, mais elles permettent aussi, si elles sont bien connues de tous, de pouvoir aussi être la base d'un éventuel recadrage si vous avez besoin. Hein, parce que quelquefois, on recadre par subjectivité, mais si finalement vous revenez sur les valeurs qui avaient été présentées et les valeurs qui doivent être vécues au sein du cabinet, et imaginons que par exemple, il devait y avoir une entraide entre deux personnes, entre deux assistantes, et finalement, il y en a une qui est partie plus tôt sans explication, et finalement, là, on ne serait pas dans un esprit d'équipe, et on pourrait finalement demander une petite réunion entre les deux personnes et réévoquer ces valeurs en disant, bah, là, écoutez, la valeur n'a pas été vécue. Donc là, on ne peut pas continuer comme ça. En fait, on va être obligé de recadrer pour dire, voilà, si ça réitère, bah, on devra peut-être recadrer davantage avec un avertissement pour pouvoir faire vivre tout le cabinet les valeurs qui ont été choisies tous ensemble. Et c'est super important que les valeurs soient choisies tous ensemble et pas juste par vous ou pas juste par une ou deux personnes. Hein. Parce que si elles choisissent, eh bien finalement, elles seront encore plus engagées. Voilà, j'espère que vous avez bien compris donc l'importance de la mission et des valeurs. On va passer maintenant au deuxième pilier qui est la reconnaissance. Donc la reconnaissance, c'est pas juste dire des phrases sympas, être gentil, dire qu'on les aime bien comme ça sans raison. La reconnaissance, c'est quelque chose de précis. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, dire merci à quelqu'un pour quelque chose. Vous allez, par exemple, dire à l'assistante, merci d'avoir rassuré le patient qui avait très très peur. Ou alors, merci à votre secrétaire d'avoir bien optimisé l'agenda aujourd'hui, ce qui a permis de ne pas avoir de trous dans la journée. Ou merci à votre collaborateur parce que tu as su bien planifier tes séances et réussir eh bien, cette planification avec succès. Voilà, il faut dire toujours merci pour quelque chose de précis. Et pourquoi est-ce qu'on valorise? Bah, tout simplement parce que comme vous, comme tout humain, eh bien, on aime être reconnu pour notre valeur, on aime être aimé aussi. Est-ce que vous pensez que vous dites au moins une fois par jour merci à votre équipe? Donc, vous pouvez répondre dans le chat ou juste vous poser cette question pour vous-même. Donc, est-ce que euh, vous pensez dire merci au moins une fois par jour à votre équipe? Vous pouvez répondre directement dans le chat.
Et ensuite, parmi ceux qui pensent dire merci au moins une fois à leur équipe, qui pensent le dire suffisamment? Alors, j'essaie d'accéder au chat. Et c'est souvent la différence qui est entre les deux qui pourrait vous faire réfléchir en vous disant, OK, je dis merci, mais est-ce que je dis merci par politesse? Est-ce que je dis merci par gentillesse? Ou est-ce que je dis merci vraiment pour reconnaître la valeur de mes équipes? Et c'est là où tout se joue. C'est vraiment là où vous pouvez vous dire, OK, c'est vrai que lui, il a fait des efforts pour ça. Lui, il s'est amélioré. Lui, je lui avais demandé de faire ça, il est resté. Et c'est là où vraiment les merci de reconnaissance sont vraiment un second pilier qui crée le déclic dans la motivation. Alors, est-ce que vous savez à peu près hein, combien d'interactions verbales il y a par jour dans un cabinet dentaire? Bien, il y en a à peu près entre 80 et 120. Et parmi ces on va dire à peu près 80 et 120 interactions verbales par jour que vous pouvez avoir avec vos équipes. Quel est le pourcentage, selon vous, d'interactions de reconnaissance? Est-ce que c'est 50%? Alors souvent, on part de 50% et on se dit, bon, c'est vrai, je dis merci quand même assez souvent, je reconnais. Souvent, on a cette constat où on a l'impression de reconnaître beaucoup. Et finalement, quand on prend un peu de recul et on se dit, OK, ce sont des merci comment? Merci de politesse, merci de reconnaissance. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a moins de 10% de signes de reconnaissance qui sont apportés dans vos interactions verbales. Ce qui signifie à peu près 1 à 3 merci par jour, un merci de reconnaissance. Et c'est là que tout se joue parce qu'un merci, ça crée vraiment des clics. Un merci de reconnaissance, c'est gratuit en fait. C'est votre cœur qui parle à l'autre cœur et qui lui dit merci pour les efforts, merci pour cette intensité dans le travail. Parce que c'est vrai que dans le cabinet, souvent, on travaille assez rapidement. Il y a quand même une vitesse et une intensité dans le travail qui est importante. Et soit on ne prend pas le temps de dire merci, soit tout simplement, eh bien, on n'y pense pas. Hein, et le fait de prendre un peu de recul, eh bien, vous permettre peut-être maintenant de vous dire, ah oui, c'est vrai, elle avait pu faire ça, je ne suis jamais revenue vers elle. Ou oui, elle a pu faire ça et je ne suis pas revenue vers elle. Ou alors, j'ai donné une prime, mais on verra plus tard que ça ne suffit pas. Et donc, pour compléter ça, il y a une étude d'Harvard Business Review qui s'est réalisée dans les équipes médicales et qui a constaté qu'un simple mot de gratitude quotidien réduit le stress perçu de 31%, ce qui est énorme, et augmente de 44% le sentiment d'engagement. Donc c'est totalement gratuit, ça vient réduire le stress de la personne, donc il va mieux travailler, et ça vient augmenter de 44% son sentiment d'engagement. Donc c'est énorme. C'est un vrai cadeau de dire merci pour la personne comme pour vous. Hein, c'est totalement gratuit, il n'y a rien de payant et c'est très simple à dire, il suffit juste de prendre le temps. Et vous verrez que le sentiment d'engagement va énormément augmenter. Et le bien-être également, parce qu'on est aussi au travail pour ne pas être stressé et pour bien vivre son travail. Et donc là, maintenant, je vais vous présenter le cas de Thomas. Thomas, c'est un autre client qu'on a accompagné. Donc, il venait parce que bon, voilà, les personnes travaillaient bien, jamais peut-être assez bien à son goût, mais elles travaillaient quand même bien. C'était très, très organisé. C'est un praticien qui est très pointilleux, qui est très fort dans son domaine, qui est très rigoureux, qui est vraiment focalisé sur les détails. Très exigeant avec lui-même comme avec son équipe. Donc, peut-être que certains se reconnaissent. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est déplacé aussi, on a réalisé un audit, on a observé comment ils travaillaient, ce qui s'échangeait, ce qui se disait. Et qu'est-ce qu'on a réalisé? En fait, eh bien, on a constaté qu'il ne disait jamais merci. Il corrigeait, il améliorait, il reprenait. Jamais de merci. Parfois des sourires, mais jamais de merci. Et quand on lui a fait cette remarque, il nous dit, ouais, mais en fait, j'ai pas le temps. Je suis en train de courir tout le temps d'un fauteuil à un autre et j'ai pas le temps de dire merci. Donc, bon, on a toujours le temps de dire merci, mais qu'est-ce que l'on a fait pour pouvoir instaurer eh bien, ce besoin au sein de l'équipe? C'était tout simplement eh bien, d'instaurer un rituel de gratitude.
Ce rituel de gratitude, il se faisait le vendredi matin, de 11 heures à midi. Et eh bien, Thomas avait décidé de réunir ses deux assistantes et sa secrétaire pour pouvoir eh bien, tout simplement faire le point de la semaine et se dire, OK, vraiment, je te dis merci, un grand merci de reconnaissance parce que tu m'as permis eh bien, de réaliser mon chiffre d'affaires prévu sur la semaine. Ou parce que eh bien, tu as réussi à tellement anticiper que j'ai pu soigner dans une sérénité totale. Et puis, l'équipe faisait à son tour aussi ce rituel de gratitude. Hein. Ce n'était pas juste le praticien vers les assistantes, bien sûr, c'est vice-versa. Hein. Les assistantes pouvaient dire aussi bah, merci d'être arrivé à l'heure tous les matins pour qu'on puisse faire la réunion de débrief. Ou merci de m'avoir expliqué telle ou telle chose pour que je puisse progresser. Et ces merci peuvent être liés au passé, mais ces merci de reconnaissance peuvent aussi être dites dans l'anticipation. C'est-à-dire que au lieu de dire ah mais c'est vraiment compliqué avec toi, j'arrive pas à bien travailler parce que tu arrives en retard et on peut pas faire le débrief le matin, eh bien vous pourriez juste dire si par exemple vos assistantes pourraient juste dire eh bien merci d'arriver à l'heure enfin la semaine prochaine. Comme ceci, je vais pouvoir faire le débrief et tout pourra être préparé, tous les instruments seront préparés et on vivra une journée complètement sereine et optimisée. Hein, voilà, les deux peuvent se dire, c'est-à-dire un merci de reconnaissance eh bien, après la semaine passée et pour préparer la semaine à venir aussi. Ce qui permet d'être toujours resté dans une communication positive. C'est vraiment important. Hein. La motivation, elle naît aussi d'une communication positive. Et donc, ce qui s'est passé après dans son équipe, bah, c'est qu'à un moment donné, elle se sentait valorisée, elle se sentait aimée, elle se sentait utile, elle se sentait exister pour elle-même, en fait. Hein. Elle n'était pas dans un mal-être mental, mais bon, elles étaient dans une absence de reconnaissance. Donc, ça démotive clairement. Voilà pour le deuxième pilier. Alors, on va voir maintenant le troisième pilier qui est la progression. La progression, c'est peut-être le pilier le plus puissant, mais aussi le plus invisible. Eh bien, pourquoi? Parce que la progression, elle n'est pas toujours innée dans les cabinets dentaires. Et souvent, la progression, on l'entend comme par exemple changer de poste, être promu ou avoir un meilleur salaire. Bon, ça, c'est pas seulement ça. La progression, c'est aussi développer une nouvelle compétence. C'est aussi, par exemple, avoir une nouvelle responsabilité. C'est aussi utiliser une nouvelle technologie. C'est développer, je ne sais pas, une nouvelle expérience patient. La progression, c'est tous les jours. Et la progression, elle est utile, même si elle est à 1% chaque jour, c'est pas grave. Votre équipe a besoin, et que ce soit, c'est un besoin universel, hein, donc que ce soit une personne de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, qu'elle vive aux États-Unis ou qu'elle vive ici, c'est la même chose. On a toujours besoin de sentir qu'on évolue dans votre vie. Et je pense que de votre côté, c'est pareil. Peut-être que vous commencez en omni et puis ensuite vous vous développez en implanto, en ortho, en pédo, en endo. Ou alors peut-être eh bien, qu'au début, vous avez un petit cabinet d'omni et puis ensuite, vous voulez agrandir pour avoir un cabinet pluridisciplinaire et peut-être que vous allez embaucher ou peut-être que vous allez faire d'autres choses, peut-être vous diversifier avec de l'immobilier à côté. Voilà, vous avez besoin d'évoluer et donc votre équipe a besoin d'évoluer. Et donc, voilà, il faut lui faire vivre de la nouveauté. Hein. Alors, quelquefois, on me dit oui, mais la progression, quelquefois, les gens ne sont pas motivés pour ça parce que ça va leur faire sortir de leur zone de confort. Oui, c'est sûr. Au début, on sort de la zone de confort, mais on sort de la zone de confort euh, pour nous créer une nouvelle zone de confort. En fait, la zone de confort dans laquelle souvent on est, c'est quelquefois une zone d'inconfort. Et quand on sent que c'est une zone d'inconfort, il faut quand même être courageux et se dire, OK, hop, je sors de cette zone. OK, je vais rentrer dans une zone de peur, c'est normal, il y a toujours des résistances, mais je vais continuer parce que je sais que je veux me créer une nouvelle zone de confort. Donc voilà, il faut l'expliquer comme ça à vos équipes pour leur dire, OK, peut-être que tu as une résistance, tu veux peut-être pas complètement changer, ou en tout cas tu ne le montres pas, mais c'est un besoin universel, même s'il est sous-jacent et pas encore exprimé. Et de mon côté aussi, bah, de toute façon, vous dirigez une entreprise, hein, souvent pour la plupart d'entre vous. Donc, une entreprise qui n'évolue pas, une entreprise qui stagne, c'est une entreprise qui est en décroissance.
hein. Donc l'objectif, c'est que tout le monde puisse croître. Hop. Et donc, je vais vous partager le concept de Bandura, qui est un spécialiste de psychologie au travail, et qui décrit le sentiment d'efficacité personnelle comme le sentiment de devenir meilleur. Le sentiment d'efficacité personnelle est construit grâce à de nouvelles responsabilités que vous pouvez donner, grâce à de nouvelles compétences que vous pouvez proposer d'obtenir. Et cette personne, eh bien, qui va vivre ce sentiment d'efficacité, va se sentir meilleure chaque jour, va avoir envie d'être encore meilleure chaque jour, et donc va développer ce qu'on appelle une motivation interne ou une motivation intrinsèque. Cette motivation intrinsèque, selon vous, est-ce qu'elle est plus importante ou moins importante qu'une motivation extrinsèque? Quelle est la plus puissante? Là, c'est souvent la motivation, c'est toujours la motivation interne, intrinsèque. Donc, ce qui correspond au sens, à la reconnaissance et à la progression. Ces trois piliers-là eh bien, représentent la motivation interne, ce qui est vraiment plus puissant. Et même si on imagine que les primes ou une augmentation de salaire peut être tout aussi important ou combler le manque de sens ou de reconnaissance ou de progression, c'est complètement faux. Non. Ce qui est vraiment primordial ici, c'est la motivation interne. Donc, c'est vraiment jouer sur ces trois leviers. Et donc, ce que l'on fait, nous, avec nos clients, eh bien, quand ils recrutent de nouvelles personnes dans leur cabinet, on leur propose eh bien, de travailler sur un outil, hein. Là, je vous présente juste un exemple d'un outil de motivation qui est là le guide d'intégration. Lorsque eh bien, vous intégrez une nouvelle assistante, une nouvelle secrétaire ou même une nouvelle collab dans votre cabinet, l'idéal serait de pouvoir proposer un guide d'onboarding ou un guide d'intégration pour pouvoir eh bien, permettre à cette personne d'être motivée dès le début parce que vous avez créé du sens, parce que la reconnaissance viendra après, mais parce que vous allez aussi lui permettre de progresser. Et donc, dans ce guide d'intégration, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici eh bien, que vous écrivez un petit message à cette nouvelle recrue pour lui souhaiter la bienvenue dans le cabinet. Ensuite, vous allez aussi présenter les valeurs du cabinet, hein. Donc, vous avez déjà défini vos valeurs en amont et vous présentez les valeurs que vous voulez faire vivre par cette personne dans le cabinet. Ensuite, vous présentez la mission, hein, comme on l'a présenté tout à l'heure, avec la mission, avec les... Hop, j'ai caché par... Ok, hop, attendez, je reviens. Voilà. Les missions. Et ensuite, vous présentez Alors, attendez, parce que là, je vois juste tous les participants, voilà, mais je vois pas ce que j'écris. Très bien. Donc, vous présentez la présentation du cabinet. Donc, enfin, de quoi se compose le cabinet? Donc, vous avez tel ou tel praticien, vous avez tel ou tel assistant ou secrétaire. Voilà, vous présentez l'organigramme du cabinet. Qui fait quoi? Et ensuite, vous allez partager aussi ici votre vision. Donc, les objectifs du cabinet sur l'année en cours. Ou même, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller jusqu'à 2, 3 ans qui suivent l'année en cours. Et par la suite, vous allez aussi présenter les responsabilités, hein. Donc là, on ne parle pas de tâches, mais on parle de responsabilités de la nouvelle recrue. Donc elle sait, c'est un petit peu comme si vous repreniez en fait la fiche de poste. Elle sait quelles sont ses principales responsabilités. Et puis, vous allez même lui soumettre eh bien, l'idéal de communication efficace que vous attendez avec elle. En effet, on souhaite par exemple communiquer de telle ou telle manière. Est-ce qu'on fait un débrief sur ce qui s'est passé chaque jour, à la fin de la semaine? Est-ce qu'il y a des rituels de remerciement, de gratitude? Est-ce qu'on communique avec une communication positive, non violente? Voilà, quelles sont les communications efficaces que vous voulez eh bien, faire vivre dans votre cabinet, vous voulez instaurer dans votre cabinet? Et ensuite, très important ici, sont les étapes de l'évolution de la nouvelle recrue sur 2026. Alors, ce qu'on fait ici, c'est que on prend sur les 3 premiers mois les étapes semaine par semaine de son évolution. Parce que clairement, quand une nouvelle recrue rentre dans votre cabinet, qu'elle soit formée ou pas formée, là si on parle d'assistante,
ou de secrétaire, eh bien, elle va savoir à peu près ce qu'elle doit faire. Elle va entrer dans le cabinet, elle va voir quelques procédures, mais peut-être qu'elle ne va pas savoir exactement par où elle doit commencer et peut-être qu'elle ne connaît pas non plus vos priorités. Et donc là, on va peut-être commencer à créer des frustrations, à créer des attentes de votre part non assouvies, ou même de sa part, ce qui pourrait mal commencer et démotiver dès le début. Parce que lorsqu'on parle d'une nouvelle intégration, quels sont les premiers mois qui sont les plus importants? Bah, clairement, ce sont les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois sont les plus importants lors d'une intégration. Donc c'est pour ça que là, ce qu'on fait dans ce guide d'intégration, c'est qu'on va préciser en fait chaque responsabilité et évolution attendue semaine par semaine, au moins sur les 3 premiers mois. Et après, vous allez passer aux étapes d'évolution mois par mois d'ici la fin de l'année en ayant des objectifs à chaque étape qu'elle devra atteindre. Et ça va vous permettre, vous, eh bien, de parler le même langage euh, qu'avec elle. Elle va savoir sur quoi elle doit se développer et évoluer, sur quel sujet vous l'attendez et pour quel mois. Et là, vous allez rentrer finalement en harmonie avec elle. Hein. Vous n'aurez pas besoin de répéter, de relancer ou de réexpliquer des choses qui auront déjà été présentes dans ce guide d'intégration. Et ça permet aussi d'utiliser ce guide d'intégration comme un outil de management parce que vous allez pouvoir revoir ce guide avec les étapes d'évolution qui ont été définies avec elle, mois par mois, pour faire un petit bilan avec cette nouvelle personne, eh bien, chaque mois pour voir ce qu'elle a validé, ce qu'elle doit améliorer, ce qu'elle doit mieux comprendre. Et ça va vous permettre eh bien, de l'accompagner sur son évolution. Et là, vous allez vraiment créer d'une, si vous aviez valeur dans vos esprits d'équipe, bah, là vous l'avez, et de deux, vraiment une efficacité managériale et lui permettre aussi d'être autonome. Parce que quelquefois, moi j'entends les praticiens qui me disent, oui, alors elle n'est pas douée, ou elle comprend rien, ou elle travaille pas assez vite. Ok, c'est tout à fait possible, ça peut exister, mais quelquefois il faut aussi se remettre en question et se dire, ok, qu'est-ce que je lui ai donné comme ressource? Qu'est-ce que je lui ai donné comme temps? Qu'est-ce que je lui ai donné comme outil? Est-ce que je lui ai tout donné pour penser vraiment que c'est de sa faute ou est-ce que finalement j'aurais pu donner un peu plus ou être un peu plus clair ou présenter un peu plus la vision ou l'intérêt de ce qu'on fait ou mes priorités pour que finalement on soit sur la même longueur d'onde. Hein, donc ça, c'est vraiment important. Ce guide d'intégration lors d'un recrutement, il est vraiment crucial. Et vous pouvez même utiliser ce guide d'intégration comme un guide d'évolution. Parce que j'imagine que certains d'entre vous font des réunions ou d'entretiens annuels. C'est-à-dire que vous faites le bilan toutes les années ou les 2 années avec vos salariés, votre équipe, en vous disant, bah voilà, là, tu avais telle fiche de poste, là, c'est bon, c'est acquis, je suis super fière de toi. Là, il faut t'améliorer. Ou là, eh bien, je pense qu'on va repenser cette responsabilité, on va la donner à quelqu'un d'autre et vous déterminez des objectifs d'évolution pour chaque personne. Est-ce que vous faites ça? Ce serait intéressant de savoir si en effet vous définissez les étapes d'évolution une fois que vous avez réalisé l'entretien annuel avec vos équipes. Ça, ce serait vraiment bien parce que ça permet en fait euh, eh bien, de toujours être sur la même longueur d'onde, de faire évoluer vos équipes facilement, vraiment facilement, et que vous soyez aussi, elles savent, vous voyez que tout à l'heure on parlait de progression, elles savent sur quoi elles doivent progresser, et vous allez savoir aussi ce que vous pouvez attendre d'elles. Donc en fait, le management, quand on le fait de manière assez régulière et on prend le temps de le faire, il est très simple et ça permet vraiment à chaque personne d'évoluer sans créer de tension, sans créer de malaise ou de frustration, parce que vous allez avoir eh bien, tout défini en amont et que c'est clair pour tout le monde. Parce que quelquefois, il faut quand même se dire que les tensions arrivent parce que ce n'est pas si clair que ça. Ok, hop. Donc, ensuite les informations bon, voilà, pratiques du cabinet. Voilà. Est-ce que vous avez souvent ce document dans vos cabinets? Est-ce que vous le proposez aux nouvelles recrues? Est-ce que vous le proposez à vos équipes?
Et ce même donc guide d'intégration, guide d'évolution peut être fait donc pour les assistants, pour les secrétaires, pour les coordinateurs cliniques par exemple, mais aussi pour les collaborateurs ou associés minoritaires. Et éventuellement, vous pouvez même le faire pour vous-même, hein. C'est vraiment un guide d'évolution que chaque personne peut réaliser pour soi ou pour d'autres de praticiens, hein. C'est pas que pour l'équipe assistante secrétaire. Et ça va permettre aussi, si vous l'utilisez pour les collaborateurs ou associés minoritaires, de les faire évoluer beaucoup plus rapidement, hein. Parce que souvent, quelquefois, il y a des praticiens qui disent, oui, bon, bah, j'ai intégré de nouveaux praticiens dans mon équipe, mais ils ne sont pas au rendez-vous, ils font très peu de chiffres, ils ne savent pas forcément faire la première consulte. OK, même chose, est-ce que vous avez donné toutes les ressources? Est-ce que vous avez accordé un peu de temps? Est-ce que vous les avez formés? Est-ce que vous leur avez défini des étapes d'évolution? Voilà, ça paraît peut-être chronophage, mais en fait, c'est pas si chronophage que ça à partir du moment où vous le faites une fois et vous prenez le temps. Et ce sera beaucoup moins chronophage que de constater finalement que les compétences ne sont pas là, que les chiffres ne sont pas là, qu'il y a des plaintes, qu'il y a voilà, des frustrations de part et d'autre et que peut-être qu'il y a des séparations. Cet outil vraiment évite une séparation, dans la mesure du possible, bien sûr. Voilà. Donc, on a vu ici, donc ça nous donnait donc des repères, hein, cet outil, donc des objectifs atteignables. Des feedbacks, ça nous permet aussi de faire des feedbacks réguliers. Donc, quand je dis régulier, c'est au moins une fois par mois, hein, minimum. Des tableaux, ça nous permet aussi de suivre avec des tableaux et des indicateurs les objectifs. Il y a un point qui est super, super important, c'est que quand on est sur de la progression, donc qu'on utilise un guide d'intégration ou un guide d'évolution, il ne faut pas seulement valoriser une fois que le résultat est atteint. Souvent, hein, quand on est, comme Thomas par exemple, un praticien super, super exigeant avec soi-même et avec les autres, on ne valorisera pas le chemin, parce que le chemin peut-être qu'il ne sera jamais parfait. Donc, on va valoriser le résultat une fois que tout sera atteint. Sauf que si vous ne valorisez pas le chemin, vous allez limiter la motivation. Et vous allez peut-être créer des burn-out, être en burn-out vous-même, même pour vous-même, hein, ça c'est vraiment important, c'est vraiment de valoriser en fait tout ce que vous faites aujourd'hui. Chaque mini, mini, mini étape est à valoriser. Et c'est pour ça qu'après, voilà, ce qui suit, c'est célébrer les micro-victoires. Vous avez besoin de célébrer pour vous, avec vos équipes, et même peut-être de créer des rituels de micro-victoires pour faire euh, grimper en fait cette motivation, cette reconnaissance aussi, hein, au travers des micro-victoires, et bien, et faire que finalement l'énergie elle est positive. On a envie toujours d'appartenir à ce cabinet parce que, eh bien, on est en constante euh, encouragement, constante évolution, amélioration continue, et puis joie de partager en fait aussi eh bien, les efforts ensemble pour atteindre les buts, bien sûr, hein, mais pour aussi avancer ensemble. C'est une expérience que l'on vit. Ok, donc on retient bien ici que la motivation, elle se construit chaque jour en fonction de ces trois piliers. Hein, c'est pas juste un sur deux, non, ou un sur trois, c'est les trois piliers en même temps. Si vous voulez que la confiance et la motivation soient stables et positives. Donc ici, eh bien, je vais vous proposer un petit exercice de prise de hauteur. Est-ce que vous pouvez penser à votre dernière réunion, peut-être, aux dernières situations un peu tendues? Euh, et est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Et est-ce que vous vous êtes dit, mon équipe est démotivée? Peut-être que oui. Et si vous vous êtes dit, cette équipe finalement est démotivée, demandez-vous si à ce moment-là, il manquait soit du sens, soit de la reconnaissance, ou soit de la progression. Je vous laisse répondre tranquillement dans le chat pour voir ce qui vous manquait. Ce qui manquait peut-être éventuellement à cette réunion ou à cette situation où vous avez senti que quelqu'un était démotivé dans votre équipe. Et là, ça va vous permettre eh bien, de repenser à ce que vous pourriez mettre en place pour éviter que finalement eh bien, ce genre de situation réapparaisse. Alors, il y a souvent, comme
bon, on ne naît pas manager on n'apprend pas toujours à être manager, hein. Quelquefois, on est manager par expérience sur le terrain et donc voilà, on fait des petites expériences pour voir ce qui fonctionne. Et donc, il y a deux erreurs majeures qu'on observe eh bien, souvent dans les cabinets, c'est qu'on se dit, bon, bah, finalement, je vais mettre la pression à mes salariés et donc je vais les motiver un peu. Je vais mettre la pression à mes collabs ou je vais mettre la pression à mon assistante ou à ma secrétaire pour qu'elle m'optimise mon agenda. Et puis, voilà, ça va la remotiver. Bon, clairement, c'est pas du tout une solution. Ça démotive plus que ça motive, hein. Et puis la deuxième erreur, c'est bah, je vais motiver par le contrôle. Bon, là, elle pensait que j'allais pas contrôler, mais maintenant, je vais lui dire que je vais contrôler tous les mois. Et donc, eh bien, je suis sûre que là, elle va se remotiver, elle va se concentrer et se focaliser sur le travail que je lui donne parce que je vais contrôler derrière et attention. Ça marche pas non plus. Donc, c'est vraiment deux styles de motivation qui ne fonctionnent pas, ni par la pression, ni par le contrôle, mais qui sont plutôt délétères. Et je vais vous raconter, si vous voulez, une expérience que j'ai vécue moi quand j'étais à New York et au Luxembourg. Donc en fait, quand j'ai travaillé à New York, je suis allée travailler pendant un an dans un cabinet qui était franco-américain. Donc, c'était un cabinet de près de 50 personnes. Et à l'américaine, eh bien, ils vous font entrer dans votre nouveau cabinet en vous disant que bah, voilà, vous êtes génial, que vous allez y arriver très vite. Et donc, ils vous confient, par exemple, alors moi, ils m'ont confié 30 dossiers clients. Et mon rôle là-bas était eh bien d'accompagner les entrepreneurs français à s'installer sur le sol américain. Et donc j'avais ces 30 dossiers clients, donc je ne connaissais pas le droit américain, la compta américaine, la fiscalité américaine. Je n'étais pas complètement bilingue à l'époque. Et donc voilà, ils me disent, bah, voilà, tu as ces dossiers-là, si tu as besoin de nous, on est là. Mais il n'y avait pas de pression du tout, il n'y avait pas de contrôle du tout. Et en fait, grâce à ce défi qui était lancé, eh bien, on se sentait quand même valorisé parce qu'on se disait, waouh, il nous fait confiance alors qu'il ne nous connaît pas. Et là, je ne vous parle même pas de la progression, parce que la progression, elle était énorme, en fait, à partir du moment où on arrive et on ne connaît pas ni le droit, ni la compta, ni la fiscale américaine, et qu'on se dit, bon, ok, j'ai tous ces dossiers à gérer, bah, finalement, on se prend par la main, on se motive seul, et on croit énormément. Le développement de compétences, il est énorme. Et on devient très autonome, très indépendante, on prend des initiatives, et finalement, on devient responsable très vite. Et donc là, j'avais des responsabilités, j'avais une équipe aussi à gérer. Et je suis restée à peu près un an et après je suis partie dans une énorme, ce qu'on appelle les Big Four. C'est des grands groupes financiers mondiaux. Et donc là, c'était chez PwC, un gros cabinet financier. Et donc là, c'est complètement différent, hein. Il y avait à peu près 10 000 personnes dans le cabinet au Luxembourg. Et il y a beaucoup de strates dans ces gros cabinets. Donc vous commencez par junior, ensuite vous avez senior, ensuite vous avez manager, senior manager, vous avez directeur, vous avez partner. Donc il y a énormément de strates. Il vous faut à peu près 20 ans pour passer de junior à partner si vous y arrivez. Et, euh, et donc là, j'ai eu un, un manager qui était en fait un ancien junior qui venait juste de passer senior, donc qui n'avait pas eu de formation de manager, mais qui avait juste 2 ans d'expérience. Et donc, quand on revient en fait aux États, enfin, quand on passe des États-Unis au Luxembourg, on redescend un petit peu en grade parce qu'on ne connaît pas la loi et le droit luxembourgeois. Et donc là, j'arrive au Luxembourg dans ce nouveau cabinet et le jeune senior qui avait 2 ans d'expérience, qui n'avait jamais managé, me dit, bon, écoute, moi, j'ai été managée par la pression et ça marche, donc je vais te manager par la pression. Donc je vais te mettre la pression pour que tu y arrives. Et donc là, clairement, comment on réagit? Est-ce qu'on se dit, oui, youpi, je suis trop motivée? Ou est-ce qu'on se dit, ben non, clairement, non, moi je lui ai dit clairement, écoute, il va falloir que tu changes ton style de management parce que ça ne marchera pas, en fait. Ça ne marchera pas. Tu as plein d'autres leviers de développement de la motivation, mais certainement pas la pression. La pression, ça ne fonctionne pas du tout. Donc bon, voilà, après on est entré sur un autre terrain un peu plus houleux, mais clairement voilà, c'est un exemple pour vous dire que la pression et le contrôle sont vraiment à mettre de côté. Vous avez plein de leviers de motivation interne, de motivation externe, mais ces deux-là, hop, ce sont des erreurs qu'on peut éviter. Donc là, on va passer à la
présentation en fait d'une méthode de développement de la motivation par la personnalisation de la communication. Tout à l'heure, on a vu donc il y a des besoins qui sont universels, donc qui sont basés sur avoir du sens, avoir de la reconnaissance et sentir qu'on progresse dans son travail. C'est très important et c'est la même chose pour tout le monde. Et au-delà de ça, il faut ajouter une personnalisation de la communication parce que vous allez voir que nous sommes tous différents. Donc, on ne peut pas communiquer avec nous de la même manière. Chaque personne qui compose votre équipe sera différent, aura des personnalités différentes. Et si vous utilisez la même tonalité, le même style de management, vous allez forcément créer des frustrations. Donc là, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'il y a vraiment plusieurs profils. Donc c'est une méthode qui est très complexe, ce qui s'appelle la process communication. Je vais juste passer rapidement parce qu'on n'aura pas le temps d'y aller en profondeur. Mais l'idée là, c'est de savoir qu'il y a 6 profils dans le monde en général, et 6 profils de personnalité. Je vais juste vous les présenter rapidement. Vous avez l'imagineur, lui, qui a vraiment besoin de réfléchir, de calme, de se poser avant d'agir. Vous avez le promoteur qui, lui, a besoin de passer à l'action, il a besoin d'avancer vite, il a besoin de sentir qu'il y a des défis, il charme aussi quelquefois, il sait s'adapter très vite. Donc peut-être que vous allez vous reconnaître, hein. Vous avez aussi l'énergiseur qui, lui, est très spontané. Lui, il aime que ce soit ludique, il aime qu'il y ait une bonne ambiance, il aime être autonome, il ne faut pas lui dire quoi faire. Voilà, vous avez aussi l'empathique. L'empathique, lui, il a tendance à faire plaisir. Voilà, son grand moteur, c'est faire plaisir aux autres. Il est plutôt sensible et il n'ose pas dire non. Voilà. Donc en fait, il va toujours passer peut-être d'un cabinet à un autre parce que tout le monde lui propose de participer tout le monde lui demande de l'aide. Et donc il va y aller, il va dire non, enfin il va jamais dire non en fait, il va toujours y aller. Donc si vous avez une assistante, et souvent les assistantes qui sont empathiques, une assistante qui est pas souvent à votre fauteuil parce que vous avez plusieurs autres praticiens qui l'appellent, eh bien c'est pas qu'elle n'a pas envie d'être avec vous, c'est pas qu'elle n'a pas envie de suivre votre acte, c'est juste qu'en fait, elle ne peut pas dire non. Son leitmotiv, c'est de faire plaisir à tout le monde. Et ensuite, vous avez persévérant. Persévérant, c'est quelqu'un, lui, qui est très engagé. Il veut contribuer au développement du cabinet, par exemple. Il veut contribuer à une cause. Il aime partager ses opinions. Il est souvent un peu moraliste. Il aime faire référence aux règles, aux principes, aux protocoles, par exemple. Et puis, le dernier profil dans cette méthode, c'est l'analyseur. Il y a beaucoup de praticiens qui sont analyseurs. L'analyseur, il est très pointilleux, il est dans le détail, il aime que tout soit très bien organisé, logique, il aime suivre des protocoles, il aime que tout soit bien fait en temps et en heure. Est-ce que vous vous êtes un petit peu reconnu dans ces profils? Est-ce que vous avez peut-être reconnu certains membres de vos équipes dans ces profils? Alors, ce serait intéressant hein, de faire l'étude de ces profils. On l'a déjà fait d'ailleurs pour certains cabinets qu'on accompagne. Et ces cabinets, donc on fait passer le test à tous leurs salariés, à tous les membres de leurs équipes pour savoir qui était qui et pour savoir comment communiquer efficacement avec chacun. Ça permet vraiment de savoir que, bien, on n'est pas quelquefois impoli, hein. Par exemple, imaginons que vous soyez analyseur, vous allez arriver le matin au cabinet, vous direz peut-être même pas bonjour, et vous allez directement regarder votre journée, planifier votre journée, organiser votre journée, et vous allez commencer votre journée. Voilà. Alors que peut-être une empathique, si elle arrive au cabinet, elle va faire des grands sourires à tout le monde, elle va dire bonjour, elle va demander comment s'est passé la veille, le week-end, elle va dire ah, tu as une jolie couleur aujourd'hui, ah, t'es bien habillée aujourd'hui. Des petites choses qui sont peut-être futiles pour l'analyseur ou pour le promoteur, mais qui sont hyper importantes pour elle, et si on ne les répond pas, elle va très mal le prendre. Elle va se sentir mal aimée. Et le fait de pouvoir faire expliquer ça à chaque personne qui compose votre équipe, eh bien, permet de créer une harmonie et une indulgence pour les différences que vous pouvez voir
en termes de personnalité dans votre cabinet. Donc c'est vraiment génial de le faire. Ça peut être fait aussi lors vous voyez, quand vous faites les présentations annuelles, il y a toujours un petit moment ludique. Ça peut être fait lors de ces moments-là, ça peut être fait lors des soirées que vous faites aussi, lors de réunions que vous faites. Et après, vous pouvez même, peut-être une fois que vous allez un peu plus en profondeur, essayer aussi de mieux comprendre vos patients au travers de cette personnalité. Donc, si ça vous intéresse, on pourra vous donner plus d'infos sur cette méthode. Et donc là, juste pour vous permettre de mieux comprendre la méthode, je vais vous montrer juste une petite vidéo qui va vous permettre de mieux visualiser les différences entre les personnalités. Voici Rebecca. Spontanée, créative, drôle, pleine d'énergie, elle aime la vie. Hé, c'est le pied ce projet. J'adore avoir plein d'idées. Elle déteste s'ennuyer, les discussions fatigantes qui n'en finissent pas, les gens pas cool. Pierre ne comprend pas l'attitude de Rebecca. Ses actes sont guidés par ses valeurs. Il sait qu'il est important d'être précis et n'en attend pas moins des autres. Il est important pour lui que les autres soient en accord avec ses opinions. Il est convaincu que l'on doit se concentrer sur l'essentiel. Pendant qu'il parle, Rebecca le coupe avec un « C'est cool !» Pierre montre alors ouvertement son agacement d'avoir été interrompu. La curiosité de Thomas est piquée au vif. Il souhaite comprendre pourquoi Rebecca et Pierre se disputent souvent. Il analyse tout ce qui se passe avec son esprit logique. Il emploie au mieux son temps. Il préfère rechercher des solutions, résoudre des problèmes, ce qui lui vaut souvent d'être reconnu pour ses brillantes réflexions. Anne ressent que Pierre et Rebecca sont encore en train de rentrer en conflit et elle s'en inquiète. Son approche empathique des gens lui permet de créer une atmosphère agréable où la communication est facile. Elle aimerait aider ses collègues à apaiser leurs conflits. Les autres l'apprécient pour cela. Elle a besoin de se sentir aimée pour être heureuse. C'est tellement plus sympathique de déjeuner ensemble quand l'ambiance est bonne. Yann observe la scène de loin. Réfléchissant calmement, il se demande pourquoi Pierre et Rebecca s'énervent. Ne faisons pas de vagues, se dit-il. Restons calmes. C'est alors qu'il a une idée pour les aider à comprendre d'où viennent leurs difficultés à s'entendre. Thomas se demande souvent comment Yann peut avoir une telle imagination. Patricia passe par là. Elle parle du nouveau client qu'elle vient de décrocher. Elle occupe le devant de la scène en racontant à quel point elle a bien négocié avec lui, le client le plus difficile qu'elle ait jamais rencontré. Elle a excellé en rendez-vous. Elle est une star. Pour elle, le succès engendre le succès. Pierre acquiesce à contre-cœur. Un peu d'humilité ne lui ferait pas de mal. Thomas analyse la stratégie de vente de Patricia. Rebecca s'exclame tout d'un coup. On va fêter ça au resto ce soir, trop top! Anne réserve une table au chaleureux restaurant italien, pendant que Yann réfléchit à ce qui se passera pendant la soirée. Alors, est-ce que vous vous êtes reconnu? Écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu reconnu, que vous compreniez peut-être un petit peu mieux, même si on est vraiment qu'à l'ébauche de cette méthode. Mais en tout cas, ça pourra peut-être vous intéresser d'approfondir cette process communication. Donc tout ça pour dire que chaque personnalité a un carburant motivationnel différent, des besoins psychologiques vraiment différents. Et cette méthode, elle va vous permettre de travailler, de communiquer en fonction des besoins psychologiques de chaque personne. Pour pouvoir mieux manager, mieux communiquer, mieux raisonner auprès de vos équipes, vous avez vraiment besoin de connaître leurs besoins psychologiques. Vous avez vraiment besoin de les connaître parce que ça va vous permettre de viser vraiment dans le mille à chaque fois que vous allez proposer quelque chose, que vous allez attendre un nouveau travail, que vous allez demander une autonomie, que vous allez attendre un travail, alors on ne va pas dire parfait, mais qui soit dans l'excellence. Que voilà, si vous ne connaissez pas les besoins psychologiques de vos équipes, vous ne pouvez pas communiquer efficacement. C'est vraiment la base. Donc juste pour rentrer un tout petit peu dans les détails avec le profil analyseur, donc lui son carburant par exemple c'est la clarté.
Il aime que ce soit clair, très précis, il sait exactement ce qu'il doit faire, comment et où. Et imaginons que vous recrutiez quelqu'un qui est un profil analyseur, et si vous lui dites par exemple, bah, écoute, tu fais comme tu le sens, bah, vous allez lui créer du stress. Hein, lui, il a besoin des protocoles, il a besoin que tout soit clair, il a besoin d'un guide d'onboarding, un guide d'intégration. Et à l'inverse, si vous recrutez un profil énergiseur, lui, son carburant, c'est l'autonomie, c'est le mouvement, c'est le jeu, c'est la liberté. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas un bon élément. Ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui fonctionne avec un besoin ludique et aussi un besoin d'autonomie. Donc si vous lui dites, ben voilà, là, tu as une procédure, tu la suis à la lettre, et sinon ça ne va pas le faire, euh, là, vous allez l'éteindre et à mon avis, vous n'allez pas le garder. En tout cas, vous allez avoir quelqu'un de frustré. Euh, voilà. Donc, manager, clairement, ce n'est pas parler plus fort, c'est vraiment faire grandir son équipe. Encore une fois, quand vous avez été à la fac, vous n'avez pas eu de matière de management. Donc, vous n'avez pas pu développer votre compétence de manager. Et l'idée, quand on pense au management, on pense à faire grandir ses équipes. Pas juste à atteindre un résultat à la fin, mais juste faire grandir son équipe. Et parce que vous allez la faire grandir grâce au sens, grâce à la reconnaissance, grâce à la progression notamment, eh bien, vous allez les garder motivés, vous allez les garder efficaces et vous allez les garder tout court. Voilà. Alors, on n'a pas encore parlé d'argent, donc parlons un petit peu d'argent. Euh, il est clair que l'argent n'est pas une motivation intrinsèque, donc elle est beaucoup moins puissante que le sens, la reconnaissance et la progression. Il amplifie une motivation qui existe déjà. Hein, donc si vous avez la motivation existante et que par exemple vous donnez des objectifs chiffrés euh, à vos équipes, eh bien là, vous allez peut-être pouvoir donner une prime sur la réalisation des objectifs et là, vous allez accentuer la motivation. Mais si par exemple vous donnez une prime de fin d'année, de vacances par exemple, sans objectif, sans dire merci, sans permettre à la personne d'évoluer ou même sans apporter du sens, ça va rien changer à la motivation que la personne va ressentir. Hein. Ça n'aura aucun impact. Autant même ne pas en donner. Et donc les primes sur objectif, elles sont utiles si et seulement si l'objectif que vous allez lui donner, donc il est souvent, on appelle ça SMART, il est clair et atteignable. Hein, donc il y a un chiffre et il y a une durée. Si la prime, elle est fidèle à ce qui a été convenu, on ne va pas changer le montant en cours de route. Et si, aussi, très important, c'est accompagné d'une reconnaissance verbale. Parce que si, imaginons que vous donniez des primes sur objectifs chiffrés, par exemple, à atteindre un taux d'acceptation des devis de 85% au lieu de 60%, et puis que finalement, bah, la prime est atteinte, enfin, l'objectif est atteint, vous lui donnez la prime et vous dites rien, bah, clairement, ça n'aura pas d'impact. Vous n'allez pas motiver du tout comme ça. Hein. Donc, il faut vraiment que ces trois conditions soient respectées pour que vous puissiez donner des primes sur objectif. Et si c'est respecté, et si le sens, la reconnaissance et la progression sont au rendez-vous, eh bien, vous allez atteindre des motivations super élevées. Donc oui, l'argent compte, mais clairement, il ne remplace ni le sens, ni la reconnaissance et ni la progression. Donc souvent, on me pose la question, mais comment je peux motiver mes équipes? Alors moi, je leur dis, en fait, euh, demande-toi plutôt comment est-ce que tu vas créer du sens et est-ce que tu as donné de la reconnaissance et est-ce que tu as donné de la progression? C'est surtout ça, hein, c'est surtout ces trois questions-là qu'il faut se poser plutôt que de se poser la question, comment je peux motiver mes équipes? Voilà, donc la motivation, accompagnée de réunions efficaces. Alors, il y avait un autre volet sur les réunions qui sont aussi très importantes de pouvoir bien, mettre en place dans vos cabinets, mais bon, ça fera peut-être un jour l'objet d'un autre webinaire. Mais en tout cas, la motivation, les réunions, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de cohérence collective. Et c'est clairement la cohérence qui va transformer l'addition de personnes que vous avez dans votre cabinet en une véritable équipe dirigeante. Dirigeante, ça ne veut pas dire qu'elle remplace votre capacité de dirigeant, mais ça veut juste dire qu'elles sont autonomes et qui sont portées naturellement vers l'objectif que vous souhaitez atteindre aussi.
Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je voulais vous dire que si vous étiez là ce soir, c'était pas par hasard, c'est que vous sentez qu'il y a eh bien, un besoin de faire fonctionner votre cabinet différemment, que vous sentez qu'il y a encore une capacité à vivre votre cabinet de manière plus sereine, plus optimale, plus alignée avec la personne que vous êtes. Et donc, si vous souhaitez aller plus loin, on propose donc seulement 8 diagnostics dirigeants, c'est-à-dire qu'on va eh bien, analyser votre modèle managérial actuel. On va déterminer les 3 leviers de performance immédiate pour vous. Et puis, on va vous donner un plan d'action priorisé sur les 3 prochains mois pour que vous puissiez développer eh bien, tout ça au sein de votre cabinet. Alors, pour certains, ce diagnostic suffira à créer des déclics de changement de management. Et puis pour d'autres, eh bien, peut-être que vous voudriez aller plus loin sur un accompagnement longtemps, hein, peut-être de quelques mois, un an, pour qu'on puisse aussi développer d'autres parties de votre cabinet. Donc, il y a le management, et puis après, il y a peut-être le pilotage financier ou la communication. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, eh bien, je vous invite à scanner ce QR code, ou bien, je crois que Chloé, tu vas mettre le lien dans le Oui, chat. j'ai mis le lien dans le chat pour les personnes qui sont aussi sur téléphone, que vous puissiez pas scanner le QR code. Voilà, pour réserver votre créneau, celui qui vous convient le mieux pour avoir votre diagnostic personnalisé de votre cabinet. Ok. Alors, est-ce qu'il y avait quelques questions que vous vous Alors, posez? il n'y en avait pas au fur et à mesure dans le chat, mais n'hésitez pas à poser vos questions, Fanny va y répondre si vous avez des points qui n'étaient pas clairs. Mais tout le monde a répondu au fur et à mesure quand tu posais des D'accord. questions. Alors, j'ai pas eu le temps de voir les réponses. Donc merci pour votre réactivité et votre engagement. Merci vraiment d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a inspiré, que ça a créé des déclics, que ça va vous permettre peut-être de mieux comprendre eh bien, le fonctionnement de votre équipe, de la manière dont vous pourriez manager et donner plus d'énergie et plus de motivation, et que ça peut changer des choses. Alors, il y a peut-être une question. Merci Sébastien, bonne soirée. Oui, c'est clair. Comme dit Tania, c'est pour l'équipe, mais c'est aussi pour la vie perso, hein. C'est clair, c'est pour la vie perso. Notamment, la méthode de process communication, c'est une méthode qui vous aide dans la vie avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos amis. C'est vraiment essentiel de connaître vraiment quels sont vos profils. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci pour vos retours. Merci d'avoir participé petit à petit. Merci à Ouais, tous. les merci de gentillesse, bah, c'est déjà ça, mais c'est vrai que ça, il faut pouvoir vraiment ajouter de la reconnaissance. Ok, alors il n'y a pas de questions. Ok, bah, Tania, vous pouvez prendre rendez-vous par exemple, vous me rappelez quand vous voulez. Ah bon, bah voilà, très bien. L'idée c'était qu'il y ait un avant et un après ce webinaire, donc si c'est le cas, bah, c'est parfait, je suis très heureuse. Parfait, bah écoutez, c'est très bien, je suis ravie que c'est développé des pistes de réflexion en vous. Très bien, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. À Bonne très soirée à tous. Profitez de cette opportunité pour pouvoir aller plus loin si vous le souhaitez. Et bien sûr, on reste à votre disposition si vous avez des questions par la suite. Bonne soirée à vous. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir.